Depuis la mort de son mari, Eve Fleming avait prévu de faire de son fils, Ian, un militaire. Sandhurst était, et est toujours, l'une des écoles de formation d'officiers des plus prestigieuses et difficiles du Royaume-Uni, et dont même le grand Winston Churchill dut s'y reprendre à plusieurs fois avant d'y être diplômé. En 1926, bon gré mal gré, le jeune homme reprend la route d'un nouvel internat. Il s'attelle à apprendre la stratégie, la lecture des cartes et les mouvements militaires. Mais la vie de caserne l'ennuie. Il déteste les chevaux, les armes à feu, et il n'en peut plus de dormir en dortoir. Alors, la nuit venue, il sort. Il fait le mur, plusieurs fois. Il revient toujours très tard, ou plutôt très tôt le matin, juste avant l'appel, et des fois encore ivre. Il ne se voit plus militaire et il ne supporte plus la rigidité du règlement. De plus, depuis la Première Guerre mondiale, le métier des armes a été totalement bouleversé. Il se souvient que la cavalerie de son père était devenue totalement obsolète en face des blindés, et que lui et ses camarades ont davantage l'impression de devenir des garagistes à char d'assaut que de véritables stratèges. Ceci dit, ce ne sera pas tout à fait cela qui lui fera changer de voie. Car nous sommes en 1926, et Ian, comme le reste de l'Angleterre, rentre dans cette période de l'entre-deux-guerres où le monde est encore insouciant et festif. Sur des airs de jazz, la bourgeoisie britannique est dorénavant plus occupée à danser le foxtrot ou le charleston qu'à penser à la guerre. Les esprits se libèrent, les féministes obtiennent des droits et les filles se coupent les cheveux, tandis que poussent par-ci par-là des communautés aux mœurs sexuelles libres. De grands écrivains prennent la plume et revoient en profondeur l'imaginaire et la société. Tolkien et Lewis se rencontrent à Oxford. Fitzgerald publie Gatsby le Magnifique. Agatha Christie trompe son monde avec le meurtre de George Ackroyd. Et bien sûr, le chef-d'œuvre ultime de James Joyce, Ulysse. Le monde est dans une spirale de fête et de créativité, et Ian, à juste 17 ans, souhaite plus que tout en profiter. C'est par l'intermédiaire de Biddy, l'une des filles de son ancien directeur d'internat, Tom Pellat, que Ian Fleming rencontra la belle Peggy Barnard. Elle est la fille d'un colonel stationné en Inde et elle envoûte totalement le jeune élève officier. Il la trouve belle avec ses longs cheveux bouclés et ses yeux violets. Lui en uniforme la séduit également. Les deux tombent littéralement amoureux et ils commencent à se fréquenter en dehors lors de permissions, pendant des pique-niques sur les bords de la Tamise, déambulant ensemble dans les bals, apprenant ensemble à danser. Ian semble amoureux, et il commence à lui écrire tous les jours de sa geôle militarisée. Cependant, si le couple est heureux, ils n'en sont pas moins très jeunes, et Peggy est une fille quelque peu maladroite. Le jour où Ian l'emmène chez lui et la présente à sa mère, celle-ci en fin de repas se mit à jouer du violon, instrument qu'elle maîtrise parfaitement. Peggy applaudira en disant qu'on aurait dit le son d'une cornemuse. Autant dire que la mère de Ian n'apprécia que modérément ce commentaire peu à son goût. Et puis un autre jour, Peggy avoua à son amoureux qu'elle s'était engagée à se rendre à un bal d'honneur à Oxford avec un autre jeune homme que lui. C'était une promesse vis-à-vis de l'un de ses amis avant de le connaître. Jaloux, Ian refusera qu'elle s'y rende, lui promettant alors que si cela se faisait, il irait voir les prostituées de Soho. Et ce qui devait arriver arriva. La jeune fille respecta sa parole en tout bien tout honneur. Quant à Ian, il trouva ce qu'il cherchait, au Club 43 de Londres. Les filles, la musique, l'ambiance, sa première expérience. Ainsi qu'une maladie vénérienne, la gonorrhée. Ce fut là l'origine des manies de Fleming vis-à-vis de l'hygiène et le nombre souvent excessif de douches que l'auteur fit donner à son héros de papier, James Bond. C'est ainsi, à cause d'une chaude pisse, que Ian Fleming abandonna honteusement sa carrière militaire. Ne pouvant alors plus revenir au pensionnat à cause de sa maladie, nécessitant du repos et une très longue convalescence. Pour avoir été la cause de l'implosion des espoirs carriéristes de sa mère, la jeune Peggy Barnard était à présent dans le viseur de cette dernière. Puis, c'est lors de grandes vacances d'été en Irlande, suivant l'abandon de Sandhurst, sur la côte ouest du comté de Donegal, que toute la petite famille Fleming a décidé de se réunir. Eve, la mère, grand-mère Katie, Peter, Ian, Richard et Michael, sans oublier Amaryllis, la petite dernière.
Tout ce petit monde compte bien passer des vacances inoubliables. Nous sommes en août 1927. Le grand frère Peter revient de son séjour estival autrichien, tandis que Jan, du haut de ses 18 ans, en est encore à se remettre de sa douloureuse gonorrhée. En attendant à son tour de partir pour Kitzbühel, une école privée du Tennerhof en Autriche, Jan repense constamment à sa petite amie qu'il a laissée seule à Londres. Or, ils sont bientôt rejoints par leurs amis d'enfance, les sœurs Harley, de l'âge de Jan, et les enfants Art Davis, Rupert, l'ami de Peter, et sa toute petite sœur de 18 ans, Dider. Les Art Davis étaient alors venus pour une raison très particulière, se remettre du deuil de leur mère décédée quelque temps avant. Pendant alors plusieurs semaines, les enfants des trois familles se mirent alors à faire ce que font tous les enfants de cet âge, entre amusement et pensées aventureuses, de jeux dans la forêt comme de longues séances de farniente ou des baignades dans le lac. Le temps est ensoleillé et les rapprochements se créent. C'est isolé de toute cette énergie juvénile que le cafard de Jan rencontra la mélancolie de Dider, ainsi que ses yeux noirs magnifiques. Il est à noter que Dider était alors une beauté exceptionnelle du Royaume-Uni. Elle et son frère furent immortalisés par les peintres John Augustus et William Nicholson. Puis, plus tard, elle sera photographiée dans The Book of Beauty du photographe Cecil Beaton, répertoriant alors les plus belles femmes du Royaume-Uni. Elle était déjà ce que nous pourrions appeler maintenant une enfant mannequin. Même à 8 ans, elle était d'une telle beauté que le grand poète Arthur Symons lui écrivit alors un poème en son honneur à l'improviste sur une table de restaurant. Et cette anecdote ne laissa pas indifférent le jeune Jan, qui se mit alors à vouloir rivaliser avec le vieil auteur pour impressionner sa belle. Fleming se mit donc à écrire de petits poèmes en son honneur. Les premiers vers furent ainsi pour ses beaux yeux. Voici un exemple de l'un de ses poèmes, traduit en français. Si ce n'était pour de vaines imaginations, je pourrais laisser le temps pour toujours passer, sans une pensée. Mais maintenant la brume étincelante que ma mémoire apporte colore ma solitude. Depuis que je t'ai rencontré, je te vois partout. L'azur de tes yeux, tes rouges lèvres, le mystère doré de tes cheveux, et bien à présent je suis content de passer ma vie dans les rêves de quand nous nous reverrons. Sa mère, alors soucieuse de son avenir, et le voyant s'intéresser à une autre fille, lui imposa l'écriture d'une lettre de rupture à son amoureuse, Peggy, s'assurant d'avoir au final le dernier mot sur cette mauvaise fréquentation. De toutes les manières, Jan se préparait déjà à quitter le pays. Il a rendez-vous pour passer une année loin des siens, au cœur de l'Europe. Sa dernière chance de carrière. Une nouvelle page se tourne donc pour le jeune homme, qui doit à présent se rendre seul en Autriche. L'année suivante, en 1928, Jan rassemblera ainsi ses quelques poèmes qu'il mettra en livre auto-édité par ses soins. Il semblerait qu'il en ait distribué de rares exemplaires à quelques jeunes filles en Suisse et en Autriche. Il en aurait même fait lire le contenu à son ami Ivar Bryce. Cependant, prenant de l'âge, Fleming, par timidité, par gêne de ce romantisme adolescent ou bien peut-être aussi par dévalorisation face à son frère Peter, dont les écrits étaient bien plus matures et aboutis que les siens, récupéra toutes les copies qu'il put pour les brûler lui-même. Cependant, il en restera bien sûr quelques traces qui nous en sont parvenues. Alors si un jour vous tombez par hasard sur un petit livre noir et mince, en haut d'une étagère chez un bouquiniste, et que dessus il y est écrit « Jan Fleming, The Black Daffodil », alors sachez que votre fortune est désormais faite, et que vous avez entre les mains une rareté telle que même Indiana Jones vous jalousera.